On n'est pas là pour se mettre en scène, on n'est pas là pour raconter sa vie, on n'est pas là pour porter un jugement sur l'élève ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses quand tu accueilles un élève, une élève pour ces oraux ? J'essaye de comprendre ce que cette personne fait là, pourquoi elle s'est inscrite, pourquoi elle veut faire l'aventure école de commerce. Est-ce que pour un AST, tu aurais des attentes un peu différentes ? J'avais envie de lui dire mais arrête ton cirque parce que là c'est insupportable et j'ai pas envie de ça en fait. Ça se passe comment un peu la notation sur les grilles par rapport à ce que tu peux dire ou ne pas dire ? Soit il est très bon et on essaie de le déstabiliser gentiment en l'amenant sur autre chose, soit il nous raconte des trucs et ça sent le truc faux monté sur pièce du début à la fin et c'est insupportable et on a juste envie que ça s'arrête. Sois honnête et sincère et si cette idée elle te tient à cœur et que c'est vraiment celle-ci que tu veux défendre, tu es légitime à le faire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec une invitée d'exception, Madame Frazès Guémon, qui est jury officiel donc, dans les entretiens d'école de commerce, aussi bien pour les prépas que pour les AST. Et donc tu es jury à GEM et à l'EDEC, c'est ça ? C'est bien ça. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton parcours pour parler aux candidats ? Parce que on fait cet épisode parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'écho de la part des jurys. On a souvent les ressentis des élèves, mais les jurys, c'est un petit peu plus difficile de parler avec eux, alors que c'est eux qui nous notent finalement quand on passe les entretiens. Donc c'est pour ça, je suis très content de te recevoir. Donc si tu peux te présenter auprès avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, je suis Christelle Frazès Guémon, je suis effectivement jury à l'EDEC et puis à GEM. Donc j'ai fait le parcours prépa il y a 30 ans, donc ça date un peu maintenant. J'ai fait une prépa parisienne et j'ai intégré GEM ensuite. Quelle spécialité en prépa ? En prépa, j'étais sur éco. Ok. Éco, c'était quoi ? C'était maths approfondi je sais plus. Non, c'était ECG, ECS, c'est pas, ECS, ECE, c'est pas ça ? Alors, je veux dire, il y a 30 ans, j'ai pas forcément tout en mémoire. C'est pas la meilleure période de ma vie. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup et c'est pas non plus la meilleure période de ma vie. C'est pas ce que j'ai gardé. Je suis vite passée à la suite. C'est aussi ce qui explique pourquoi je suis là, peut-être. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait une prépa parisienne. J'ai intégré GEM, ça je viens de te le dire. Et ensuite, j'ai eu un parcours en entreprise. Donc, j'ai été chez IBM pendant 14 ans. J'étais commerciale. Et je fais très en accéléré, mais j'ai fait un burn-out et je me suis reconvertie et donc j'ai créé mon entreprise individuelle et je suis coach. Donc j'ai travaillé ça fait 13 ans que je suis coach maintenant, sur l'accompagnement des personnes, j'allais dire, en croissance, en évolution de façon générale. Et depuis 2 ans, je me suis vraiment spécialisée sur les étudiants parce que je crois qu'il y a un grand besoin et que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de contribuer en fait, à ce que les nouvelles générations, elles amènent autre chose en entreprise. Pendant 14 ans chez IBM, j'ai vu beaucoup de choses, autant clair. Du côté client que du côté interne. Et je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. C'est clair. Surtout, donc j'ai soigné des personnes qui étaient vraiment en grande souffrance. J'en ai fait partie à une époque. Je les ai accompagnées et je me dis, en fait, il y a tellement autre chose à faire que voilà. J'ai souhaité vraiment m'orienter sur les jeunes générations parce que c'est vous qui êtes la génération de demain et c'est grâce à vous que ça changera. C'est clair, ça fait plaisir. Je vais essayer de faire mon mieux, en tout cas. Pas de pression. Mais oui. Non, mais c'est clair, avant de parler des euros, c'est vrai que quand on fait une école de commerce, une grande école, on se dirige vraiment sur des carrières très sélectes, où il y a beaucoup de pression, très carriériste. Et donc c'est assez récurrent, ce genre des gens qui en ont marre de leur travail, qui font des burn-out. Donc c'est intéressant aussi de le vivre et d'apprendre aux gens à comment on peut prévenir ça, quoi. Ouais. Je suis entièrement d'accord. C'est le sens en fait de ce que j'ai mis en place. En fait, je considère qu'en prépa, il y a une phase de transformation, de métamorphose, on en parlait tout à l'heure, qui est presque indispensable et nécessaire. On ne peut pas entrer en prépa et ressortir de la même manière. Il y a des choses en prépa ou AST, je parle de prépa parce que c'est ce que j'ai fait et que je connais le mieux, mais je pense que c'est à peu près le même cursus en termes d'évolution personnelle, je veux dire. Donc on rentre et on va être un peu contorsionné dans tous les sens pour arriver à des concours qui vont noter suivant des critères qui sont ce qu'ils sont, on va dire, voilà. Mais on peut être beaucoup en souffrance, il y a beaucoup d'anxiété en prépa, il y a des burn-out aussi, il y a des gens qui quittent la prépa, il y a 20% qui quittent la prépa très rapidement. Donc ce qui me tenait à cœur, moi, c'est d'accompagner en fait ces étudiants-là pour qu'ils puissent exprimer le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils puissent se découvrir. Parce que je ne sais pas comment ça a été pour toi, mais quand tu arrives en prépa, moi, personnellement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Moi, je n'ai pas voulu faire prépa parce que je n'avais pas du tout la capacité je pense que ça ne se serait pas très bien passé, je pense, si j'y étais allé, quoi. Ouais, si tu es scolaire, tu te dis, a priori, je sais faire. Et en même temps, quand tu n'as pas la motivation et la foi pour aller là-dedans et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Eh bien, ça peut être extrêmement violent. Donc, je pense que c'est une grande phase de
travail sur soi, d'évolution, et quand elle est accompagnée, elle peut être vraiment très très positive, parce que en fait, c'est les prochains managers qui sont formés, qui sont ces petites graines qui sont en train d'évoluer, de germer tranquillement, et enfin tranquillement, le terme est peut-être pas tout à fait juste, mais voilà, c'est l'idée. Ils sont en train de se transformer et amener de la conscience, amener de l'authenticité, amener quelque chose qui est plus juste, plus humain, me paraît essentiel. C'est clair. Et alors, toi, justement, tu parles de transformation. Comment est-ce qu'on devient jury d'Oro après ta carrière, après avoir monté dans l'entreprise? C'est quoi le réflexe, c'est quoi le déclic, la volonté derrière le fait de devenir jury à GEM et à l'EDEC? Alors, d'abord, quand on est diplômé, alumni de GEM, bien, je reçois les sollicitations de ceux qui organisent. J'ai regardé passer un certain nombre d'années, et puis mes enfants, j'ai 2 enfants, m'ont fait la surprise de faire eux aussi une prépa et de me reconfronter à ce que je ne voulais plus voir du tout. Dans le cauchemar. Exactement, je me dis, ah, les deux, oh, cool. Donc, bon, soit je le vivais comme une torture, soit j'essayais de changer mon regard et puis de grandir avec eux aussi, puisque voilà, j'y repassais indirectement. Et je me suis dit, allez, j'ai grandi, j'ai passé plein de caps, j'ai fait un burn-out, je me suis reconstruit, peut-être mon regard va évoluer. Donc j'ai voulu retourner à GEM d'abord, spontanément, et puis me positionner, comment ça se passe. Et j'ai trouvé l'expérience extrêmement nourrissante, extrêmement intéressante, et je me suis dit, en fait, il y a tellement à apporter, parce que bon, il y a des candidats qui sont très prêts, il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup moins aguerris à l'exercice, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors vraiment, ça m'a paru comme une évidence, parce que j'étais coach, parce que j'ai un master en coaching, parce que voilà, j'avais fait tout ce chemin-là, donc j'ai pu voir les choses autrement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on perçoit les jurys vraiment comme des juges sévères qui sont là pour nous piéger, et toi, tu n'es pas du tout dans cette démarche, en fait, c'est vraiment dans une démarche d'aide, en fait. Exactement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, je sais pas moi, le profil un peu des jurys qui sont avec toi? Ils ont quel âge? Ils font quoi dans la vie? Est-ce que c'est des gens qui sont en entreprise? Est-ce que c'est des gens ça peut être des professeurs? C'est quoi un peu les jurys dans les écoles? Alors, il y a le président de jury qui, en général, fait partie de la structure de l'école. Donc, lui, il est censé connaître le parcours académique. Et puis, le président, donc, quand vous êtes en binôme, c'est ça? Quand on est en binôme ou en trinôme, ça d'accord. dépend. Ouais. Ou il y a l'EDEC, par exemple? À l'EDEC, okay. Même GEM, on est 2 ou 3, ça dépend des jurys. Mais il est censé guider l'élève, l'accueillir, vérifier la carte d'identité, vérifier si tout est conforme et répondre au parcours académique s'il y a des questions. Nous, on est plutôt, donc les profils, tu me demandais, en général, il y a quelqu'un qui est du monde de l'entreprise. Donc, soit il est sur son temps de travail parce que l'entreprise a décidé d'eux, soit c'est des personnes qui sont retraitées, mais il faut qu'elles aient, je crois, 2 ans de retraite maximum pour ne pas être complètement hors parcours non plus. Donc, c'est des personnes qui ont été expérimentées. Et puis, il peut y avoir à l'EDEC, non pas l'EDEC, mais dans les parisiennes, je crois qu'il y a des diplômés. Oui, tout à fait, à l'ESSEC et le SCP. Première et deuxième année, qui sont juste diplômés. Et alors, ça se passe comment, du coup? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe quand tu arrives le jour? Est-ce que tu connais, quand tu arrives sur le campus, est-ce que tu connais ton binôme ou ton trinôme? Comment ça se passe un peu une journée quand tu es jury? Alors, on arrive, on est accueilli par un café et on découvre notre président de jury, qui est à l'heure ou pas à l'heure. Des fois, on se rend compte juste à la dernière minute avant d'entrer dans la salle. Donc, pour te dire, il n'y a pas tant de mise en scène que ça. Le binôme, le trinôme qui sera avec nous, je le découvre aussi. Donc, on fait connaissance, on ne se connaît pas, il n'y a pas de rapport de copains ou je ne sais pas quoi. Voilà, on se découvre sur place. On se découvre aussi pendant vos entretiens. Parce que, du coup, quand vous vous présentez. Dans l'entretien, quand on se présente, mais aussi dans l'entretien inversé, à GEM, par exemple. Ok, ah oui, il a fait ça, d'accord. Okay. Donc, c'est aussi intéressant. On se découvre comme ça. Donc, il n'y a pas une stratégie mise en œuvre ensemble contre l'élève qui est là et qu'on veut absolument dézinguer à tous les coups. Non, c'est pas du tout ça. Personnellement, c'est pas du tout mon approche et c'est peut-être même pour ça que j'y suis. Okay. Parce que j'ai déjà vécu ça quand j'étais à GEM. Ça m'est arrivé d'être avec un jury qui avait un discours qui me gênait profondément. Et donc, j'ai dit au président, en fait, soit ça s'arrête, soit je sors. Je ne vais pas cautionner ce genre de comportement parce que c'est impossible pour moi. Je ne peux pas. On n'est pas là pour se mettre en scène, on n'est pas là pour raconter sa vie, on n'est pas là pour porter un jugement sur l'élève ou quoi que ce soit. C'est des consignes qui, normalement, sont données. Elles sont données en briefing. On passe 1 heure en vidéo avant pour expliquer. Il nous explique un petit peu ce qui est possible et pas. Bon, moi, ça me paraît juste du bon sens, mais ça peut arriver. Il y a des personnes qui ont besoin d'exister. Il y a des jurys qui peuvent être sévères. Pas des jurys, des personnes dans un jury. D'accord, ok. Il ne faut pas généraliser du tout parce que pour moi, c'est vraiment des cas d'exception. C'est vraiment pas la norme et il ne faut surtout pas que vous ayez en tête que ça va être le cas parce que c'est vraiment pas ça. La plupart des jurys sont extrêmement bienveillants.
Tu vois, quand un candidat rentre dans la classe, moi, mon premier geste, c'est de le regarder, de lui faire un sourire et de l'accueillir et qu'il se sente à l'aise. On a un candidat sous stress, il ne va pas nous donner le meilleur de lui-même. Quel dommage. Ouais, c'est clair. On prive l'école, on sait pas, du coup, on ne sait pas ce qu'il a dans le ventre, on ne sait pas ce qu'il peut nous exprimer. Donc, c'est extrêmement frustrant. Mais c'est très rassurant ce que tu dis parce que on a vraiment ce mythe du jury qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu, donc on s'imagine le pire. Ouais. Tu sais, les élèves, ils révisent les questions pièges, comment s'ils nous tordent en deux, ils pensent que le jury va être good cop, bad cop, il y en a un qui va nous défoncer et l'autre qui va être plus gentil. En fait, tu nous expliques que pas du tout, ils sont vraiment dans une démarche d'aide bienveillante et on veut... c'est quoi un peu ton mindset, toi, quand tu accueilles un élève? Qu'est-ce que tu penses quand tu accueilles un élève, une élève pour ses oraux? Je cherche à la connaître, en fait. Donc, plus son discours il va être fluide, plus il va être cohérent, parce que des fois, sous stress, on ne dit pas les choses dans le bon sens. J'essaye vraiment de rentrer dans son modèle du monde et puis de voir ce qu'elle essaye d'exprimer. Alors, un parcours, il n'est jamais tout fluide, surtout à 20 ans, on se connaît à peine, on commence à découvrir, on a quelques expériences, mais des fois, on n'en a pas du tout. Donc, j'essaye de comprendre ce que cette personne fait là, pourquoi elle s'est inscrite, pourquoi elle veut faire l'aventure école de commerce, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment elle se projette. Moi, j'essaye de comprendre ce qu'elle veut vivre à travers cette grande expérience-là. Voilà, enfin, de faire connaissance et surtout, le mieux, ce serait qu'il y ait un lien. Ouais. Qu'il y ait un lien entre le jury et l'élève, c'est vraiment, à mon sens, indispensable. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Justement, quand on fait ces entretiens, des fois on est assez sur la défensive. On pense que c'est question-réponse, question-réponse, mais en fait pas du tout. Pas du tout ça. Tu nous dis comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette discussion, ce lien avec le jury pour que justement on puisse sortir un peu de ce cadre? C'est être en zone de confiance. Le jury n'est pas là pour attaquer. Enfin, moi, je rentre pas sur un ring de boxe quand je vais faire un jury, mais sinon, j'irai pas. Ça m'intéresse pas. C'est juste ça. Dites-vous que quand on est là, on est bénévole. Ça veut dire qu'on prend sur notre temps de travail. Moi qui suis indépendante, je ne suis pas payée, j'ai les frais de transport, machin, tout ça. Donc j'investis, je donne du temps, je veux contribuer à quelque chose de bon. Je ne vais pas pour me faire du mal ou faire du mal à quelqu'un. En tout cas, je ne vois pas le sens, quoi. Donc je suis là pour aider, soutenir la personne et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Est-ce que, tu as des conseils du coup, pour un étudiant qui serait un peu stressé, qui ne saurait pas trop comment amener cette discussion, comment est-ce qu'il peut sortir de ce mode, de ce cocon où on n'arrive pas à sortir de là et on n'arrive pas à forcer la discussion? Moi, je dirais que c'est en travaillant quand même au préalable. Enfin, un entretien, pour moi, ça se prépare. On n'arrive pas à la fleur au fusil avec c'est bon, c'est moi, donc je me connais, je vais y arriver. Bon, pour moi, c'est pas suffisant. Ça. Il y a clairement une préparation à avoir avant qui va faire que le stress peut être là en première intention, mais il va disparaître assez rapidement. Souvent, il y a une présentation à faire de soi. Donc, un pitch, un pitch de 4 minutes à l'EDEC, de 5 minutes à Grenoble. Ces pitchs-là, ils vous aident à entrer en matière. Ensuite, le jury est curieux, en fait. Vous amenez des choses, donc on a juste envie de connaître un peu plus parce que vous avez alléché avec des petites choses. Et puis nous, on a envie de savoir comment. Ok, ça veut dire quoi quand tu dis ça, et on essaye de creuser un petit peu, de voir la pertinence. Après, c'est pas si facile de comparer des profils qui sont souvent très très différents. Donc, on a envie de discuter, quoi. On a envie d'apprendre des choses aussi. Moi, je trouve que justement les entretiens les plus pertinents, c'est ceux où le jury est vraiment intéressé et pose des questions parce que ça l'emmène dans un environnement qu'il ne connaît pas et il est curieux, il a envie de savoir. On est aussi là pour apprendre. Ok, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que à la fois, c'est vrai, pour un étudiant, ça peut ne pas être évident. Il doit être naturel, authentique, on y viendra après, mais et à la fois, il doit se préparer pour l'entretien, connaître les codes, etc. C'est quoi pour toi le bon milieu? C'est-à-dire arriver à la fois préparé, mais pas trop, pour avoir ce genre d'échange? Moi, je pense qu'une bonne préparation est nécessaire. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il faut connaître selon toi? Pour être détendu. Moi, c'est mon métier, donc évidemment, je suis peut-être pas objective parce que c'est comme ça que je vois les choses. C'est de se connaître, en fait, de connaître ses failles, de connaître ses vulnérabilités et de ne pas avoir à jouer une mascarade, une espèce de mise en scène qui ferait que, en fait, le candidat, il n'est pas lui-même, quoi. Il est en train d'essayer de nous montrer qu'il n'est pas timide alors qu'il l'est. Tu le vois ça, tu le vois rapidement. Ça crève les yeux, on voit que ça. On voit que ça. Donc quand on est préparé, on a déjà fait face en amont à cette difficulté d'être soi-même ou à ses failles ou à son stress ou à ses émotions qui débordent de partout. La personne, si elle est toute rouge, oui, ok, elle est en stress, elle a des émotions très fortes. Est-ce que c'est un problème en soi? Mais absolument pas. Ok, elle est comme ça, elle est sensible. Ouais, d'accord. Et pourquoi est-ce que ça serait discriminant si elle arrive à le gérer? D'accord, elle a une phase comme ça, après ça va se poser. Et après, elle va y arriver. C'est vrai, parce qu'il y a ce mythe en plus en entretien d'école, vu que c'est des commerciaux, des vendeurs de tapis,
on pense que les gens les gens qui réussissent les entretiens, c'est toujours des affabulateurs, des gens qui parlent avec des grands gestes, des présidents de la République. Mais justement, tu nous dis que en fait, les personnalités peuvent être en fait très différentes, quoi. Est-ce que toi, tu vois ça auprès des candidats? Tu vas pas rechercher un type de personnalité, en fait, Alors finalement, moi, c'est ça? celui que tu décris, là, moi, c'est juste pas possible. Donc Ouais. pour moi, il a aucune chance. Mais Ok. d'emblée, c'est compliqué. Enfin, il va falloir qu'il me prouve vraiment plusieurs fois dans l'entretien Parce qu'il que en fait trop, en fait, peut-être. il en fait trop. Ouais. Je vais te donner une anecdote parce que je pense que tu aimes bien les anecdotes. Ah ouais, bah, j'adore ça. N'hésite pas. À l'EDEC l'année dernière, donc je ne donnerai évidemment pas de nom, mais j'ai eu ce genre de profil, donc qui était en cube, qui voulait absolument intégrer l'EDEC, mais comme tous les candidats veulent intégrer l'EDEC, Surtout en cube, en plus. voilà, Ouais. c'est une très bonne école qui fait envie à tout le monde. Jusque-là, tout va bien. Sauf que dans sa posture, donc je suis pas très haute, là vous voyez pas, mais je fais 1m60, et lui évidemment était très grand. Donc physiquement, il devait faire à peu près le double de moi. Donc il avait un rapport de force dès le début dans l'entretien. Quand je suis arrivée sur le bureau, je voulais poser ma feuille, il s'était déjà installé partout. Je ne pouvais pas me poser sur le bureau en fait. Donc ça c'est extrêmement gênant. Et en fait, énergétiquement, il me poussait dans ma chaise. Je pouvais pas être en avant. Ouais. C'était insupportable. Ok, ouais. Insupportable. Et donc, il a forcé tout le long de l'entretien. Et à la fin, il était vraiment genre présent physiquement. C'est plus que ça. Et toi, tu étais recroquevillé. Parce que, non, c'était abusé, quoi, vraiment abusé. Ouais, tu subissais un peu le moment. J'avais envie de lui dire, mais arrête ton cirque, parce que là, c'est insupportable. Et j'ai pas envie de ça, en fait. Et ça va pas t'aider beaucoup, tu sais. Et à la fin, il était comme un gamin de 6 ans qui me supplie de l'intégrer pour... voilà, je veux absolument les textes, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Donc c'était une caricature. Je me dis, mais n'importe quoi, du début à la fin, quoi. Je suis sûre qu'il était bon. Mais cette caricature-là, ça ne sert à rien du tout. C'était le stress, peut-être. Il voulait trop en faire. Parce qu'il voulait pas être bicarré ou je sais pas quoi, mais ça sert à rien, en fait. Bah ouais. Il avait juste à dire ce qu'il savait, et moi, je suis disponible pour l'entendre, il n'y a pas besoin de forcer. Surtout que le jury... S'il est bon, ça passera. On va pas sauver un noyé si l'élève il est désespéré et qu'il dit pitié, prenez-moi. C'est un red flag, quoi. Ah oui, carrément. Oui, c'est un peu red flag pour moi. Et tu parles des prépas. Alors, je sais que toi, tu as interviewé, enfin, tu as pris en entretien majoritairement des prépas, ça je le sais. Est-ce que toi, tu as vu une différence entre les élèves qui passent les entretiens, que ce soit à l'EDEC ou à Grenoble, entre les étudiants de prépa et les étudiants AST? Est-ce que tu vois une différence dans leur discours, dans leur profil, dans leur... Alors, le profil est vraiment très différent, effectivement, parce qu'ils ont plus d'expérience professionnelle, ils ont plus de vécu. Les étudiants en prépa, ils sont très, très scolaires, donc ils vont être beaucoup plus rigoureux. Leurs présentations orales vont être beaucoup plus structurées par rapport à des AST qui, des fois, se perdent un peu en route ou c'est pas toujours... comme on aimerait, on va dire ça comme ça. Les prépas, pour certains, je ne peux pas généraliser, ont appris peut-être un peu plus l'humilité, parce qu'ils se sont pris des, sont pris des notes insupportables pendant 2 ans. Donc il faut se relever à chaque fois, quand même. C'est pas si facile, ça apprend beaucoup de résilience et beaucoup d'humilité, donc une capacité à se remettre en question, je pense. Je veux dire, le parcours AST, je l'ai fait passer en AGEM essentiellement. C'est un peu plus déstructuré, c'est un petit peu plus vécu, mais ça n'enlève pas la pertinence. En fait, c'est autre chose. Donc comparer les deux, je ne sais pas si c'est un intérêt. Moi, je dirais qu'en entreprise, au final, ce qui est intéressant, c'est la diversité. Avoir que des personnes d'HEC ou que des personnes de l'ESSEC, au secours. Au contraire, la diversité, elle nourrit tellement plus, elle amène dans une équipe, si tu as tout le monde qui vient du même profil, ça n'a pas d'intérêt du tout, quoi. Enfin, tout le monde est d'accord tout le temps, donc il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'évolution. Enfin, c'est très triste. Enfin, moi, c'est pas ma vision. Ouais, tu m'étonnes. Oui, non, mais c'est insupportable. Mais c'est vrai que les AST apportent... Enfin, il y en a qui viennent d'ingé, il y en a qui viennent de c'est ça, et c'est très riche, en fait. C'est cool. Leurs expériences sont tellement variées, multiples. Donc après, il faut quand même cadrer un minimum. C'est un concours, il y a quand même des attendus. Et quand on n'est pas au rendez-vous, ça peut passer à côté quand même. Est-ce que pour un AST, tu aurais des attentes un peu différentes, puisque tu dis qu'il a plus de maturité, plus d'expérience? Est-ce que dans son discours, il doit un peu s'adapter face à toi? Je dirais pas s'adapter. Pour moi, il est différent. Il a un parcours un peu professionnel ou scolaire qui peut être... il a changé 3 fois d'orientation ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas un problème pour moi. Le problème, c'est s'il en a rien appris. Moi, ce que j'attends de ce type de candidat, c'est qu'il ait mis de la conscience sur ses expériences, qu'il ait compris ses erreurs, qu'il ait compris pourquoi il est plutôt là que là. Et là, s'il m'en parle comme ça, je dirais, ok. Expérience vécue, expérience intégrée, assimilée. Il sait maintenant pourquoi il est là. Il s'est perdu en route, ça arrive, pas de problème. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que vu qu'ils font cette passerelle vers les grandes écoles, souvent ils voient leur précédent parcours comme un échec ou comme une erreur de parcours. Alors que pas du tout, en fait. On a fait un BUT, c'est pas un... Peut-être que c'est un upgrade aux yeux, au regard des études françaises, que c'est plus prestigieux, mais
c'est vrai que c'est pas une honte et ça doit même être une fierté quoi, au final. Ils ont appris quelque chose, ils savent faire quelque chose. Concrètement, s'ils étaient en entreprise, ils sauraient déjà faire quelque chose. Un prépa, il ne sait pas faire grand-chose, hein. Il est dans la théorie, il n'a pas du tout acquis de pratique, sauf s'il a fait des stages de son côté. Mais en général, il n'a pas eu le temps. Donc non, mais il n'y a pas à se cacher. Enfin, il n'y a pas à se cacher de quoi que ce soit d'ailleurs. Enfin, chacun a un parcours et on n'a pas les mêmes profils. Donc chacun exprime ce qu'il a de mieux et puis fait son expérience à son rythme. Donc moi je dirais le tout c'est de savoir en parler et de savoir avoir suffisamment de recul et de conscience sur l'expérience pour qu'elle soit valorisée. Ouais, donc tu recommandes. Pour toi, il faut vraiment avoir ce temps d'introspection. Ah, clairement. Avant l'entretien, il faut se plonger un peu dans Ça qui on change est. tout. Ouais. Ça change vraiment tout parce que les préparations à la dernière minute, moi j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Le coef le plus fort, c'est quand même sur les entretiens de personnalité. Donc quand on les prépare, on peut être moyen sur les écrits, on peut tout pulvériser rien que sur l'entretien. Aux entretiens, on n'a pas de note moyenne. On a des notes très bonnes ou des notes très mauvaises. Ça peut aller très vite en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, ça se passe comment un peu la notation sur les grilles par rapport à ce que tu peux dire ou ne pas dire. Ouais. C'est quoi un peu les attendus? Je sais que l'EDEC et GEM, c'est vraiment deux formats complètement différents. On en parle juste après, tu nous expliqueras comment ça se passe. Mais est-ce qu'il y a des choses qui reviennent dans ces écoles-là ou même des échos que tu as eu dans les écoles? C'est quoi qui revient systématiquement en critère pour qu'un élève ait de très bonnes notes? Pour qu'il ait de très bonnes notes, il faut qu'il ait un parcours qui soit digéré, assimilé, qui soit assez diversifié quand même. On a quand même des étudiants qui ont fait des parcours à l'étranger déjà à cet âge-là, donc parce que leurs parents étaient expatriés ou des choses comme ça. Donc oui, ils arrivent avec un potentiel qui est déjà bien plus exprimé que d'autres qui ne sont pas encore sortis de France ou de leur région. Il y en a qui ont étudié dans la région de leurs parents, donc qui n'ont pas encore vécu, entre guillemets. Donc d'autres qui se sont déjà révélés, parce que c'est en traversant des difficultés qu'on grandit, ils ont déjà traversé la phase d'adaptation, la phase de c'est pas les mêmes normes que dans mon pays, mais je dois faire face. Donc évidemment, on les projette plus facilement à l'international dans une entreprise, ils savent déjà faire. Et ça parle pour eux, leur parcours de vie, il parle déjà beaucoup pour eux. Donc c'était quoi ta question du coup, j'ai perdu. Non, mais pour les étudiants AST ou prépa, même qu'on fait, alors toi là, il y a les internationaux, mais j'imagine que tu as fait passer des Français aussi. Bien sûr. C'était les points communs entre les attendus entre l'EDEC et Grenoble par exemple. Qui parle français, ça paraît une évidence, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qui parle bien, qui parle un français qui soit correct et pas le langage que vous jeunes parlez entre vous. Okay. C'est important, c'est vrai qu'on le dit pas souvent. Oui, et donc pas de tutoiement avec le jury, ce qui arrive, ou de mots familiers. On va pas se faire mettre à la porte pour ça, mais c'est pas très approprié à l'exercice quand même. Ouais, c'est clair. On attend de l'écoute quand on pose une question, que la question elle soit prise en compte et qu'il y ait vraiment une réponse. Et qu'on ne soit pas baladé. On n'attend pas non plus... C'est un échange, un entretien, c'est-à-dire qu'il y a le jury parle, l'étudiant parle, prend la parole, et il redonne la parole. Parce qu'il y en a qui ont qui ont appris, donc ils gardent la parole pour faire en sorte qu'on ne les emmène pas là où on a envie de les emmener et qu'ils gardent sous le contrôle. Ça t'agace ? En fait, il n'y a pas d'échange. Ouais. Donc on nous colle un truc et on y est passé avant vous, les amis. Hein. Ouais, vous n'êtes pas dupes. On n'est pas totalement dupes quand même. Donc c'est comme s'ils ne faisaient pas vraiment confiance en fait, au jury en face. On va poser des questions, mais il n'y a pas de piège en fait. Il y a juste un désir de connaître et d'en savoir plus. Si on est amené à challenger un peu un élève, c'est parce qu'il est en train de nous raconter une super belle histoire et qu'on a du mal à y croire et qu'on essaye soit il est très bon et on essaye de le déstabiliser gentiment en l'amenant sur autre chose, soit il nous raconte des trucs et ça sent le truc faux monté sur pièce du début à la fin et c'est insupportable et on a juste envie que ça s'arrête. A contrario, est-ce que tu sais s'il y a des moments où, je sais pas, dans l'entretien, tu sais que l'élève va avoir une bonne note? Est-ce que tu sais, il y a des signes qui entre un élève où tu te dis lui, c'est pas gagné, ou alors lui, au contraire, lui, il a l'air de bien s'en sortir. Je pense que l'issue va être bonne. On peut voir ça quand il y a du stress, en fait. Il y en a vraiment qui sont pollués complètement par le stress. On en a eu une à GEM l'année dernière. Elle venait de Nouvelle-Calédonie. Elle venait à peine de débarquer en France. Elle ne connaissait pas la France. Elle ne connaissait pas les entretiens. Elle ne savait pas grand-chose. Elle était en stress complet. Elle n'a rien pu dire quasiment de l'entretien. Donc là, même, on a arrêté l'entretien et on lui a dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce qu'elle ne répondait pas aux questions, elle était bloquée complètement. Okay, ouais. Donc ça peut aussi arriver, ces choses-là. Donc dans ces moments-là, on a juste envie de rassurer. On lui a dit,
dit ok, vas-y, lâche tout, et puis on l'a fait reprendre pour essayer de la repêcher, tu vois. Donc on n'est pas en train de lui appuyer sur la tête pour qu'elle coule définitivement, on est plutôt en train d'essayer de lui donner, l'aider, ouais. de lui donner un petit coup de main. Et c'était quoi la question? Excuse-moi, je me suis encore perdue. C'était à quel moment est-ce que tu sais qu'un élève va avoir une bonne note? Donc stress, on se dit oui, ça va être compliqué parce qu'elle est en train de perdre ses moyens, et du coup comment on la récupère ou pas. Des fois on essaye, quand c'est vraiment dramatique, on essaye de récupérer, mais après on peut pas toujours repêcher les gens. Un élève brillant, ça se sent dans sa posture, ça se voit comment il se pose, comment il parle, est-ce qu'il est, je sais pas comment dire, en présence, je sais pas si ce terme te parle, mais oui, bien sûr. Il est là, quoi. Au niveau de la voix, au niveau de la posture. Au niveau de la posture, il est ouvert, il est dans l'échange, il regarde le jury, il est précis, il donne des arguments, il y a un exemple, clairement. Tout est assez fluide, en fait. Il n'y a pas de rapport de force, il y a un bon moment qui arrive, et juste on a envie d'en savoir plus, on a envie de continuer la discussion. Presque l'entretien s'arrête, on est un peu frustré. C'est clair. Mais c'est intéressant que tu donnes ce que tu parles du stress et aussi même du non-verbal, c'est important. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais des conseils par rapport à ces deux aspects, surtout pour ne pas être stressé en entretien, pour ne pas être complètement bloqué? Est-ce qu'il y a des techniques ou des trucs que toi, tu essaies de faire ou de conseiller quand tu conseilles les gens? Déjà, d'arriver à l'heure. Ouais. Oui, non, mais c'est pas une évidence. C'est vrai que quand on arrive, on se précipite, on est en sueur parce qu'on est en retard. Non, mais même, tu vois, à GEM, on avait eu une candidate, elle arrivait 10 minutes en retard. T'es convoqué pour un entretien. Mais moi, la présidente de jury n'a pas noté. Okay. Moi, j'ai dit, je valide pas, en fait. Juste, c'est stop. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Je prends pas. Bon, c'est pas moi qui décide, c'est le président. Donc là-dessus, j'ai pas eu le dernier mot, mais c'est moi, je trouve ça normal aussi, ouais. Pour moi, on arrive avant le jury. Enfin, si on est en début d'après-midi, en tout cas, ou en début de matinée, et on se pose et on prend le temps de respirer. Okay. Dans tous les cas, il n'y a pas question de vie ou de mort. D'accord, le stress, c'est ça, c'est une question de survie, on n'est pas en survie. Dans tous les cas, ça se passera de la manière dont ça doit se passer, et si la place du candidat n'est pas dans cette école, c'est juste qu'il y a inadéquation entre ce qu'il est, ce qu'il exprime, et ce que l'école propose. Donc ça veut dire, tu l'as vécu, je crois, dans un autre concours, ça veut dire qu'il est attendu ailleurs. Et cette porte, si elle se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui est déjà ouverte et qui l'attend et qu'il n'est pas au bon endroit. Ouais, c'est juste ça. Donc notre ego, il aime bien tout maîtriser, tout contrôler parce qu'il a la trouille. Mais en réalité, sur le moment, il y a une déconvenue, je comprends. Et quand on a bossé, on a envie de pouvoir intégrer. Mais en fait, est-ce que la porte d'à côté, elle n'est pas 10 000 fois plus adaptée à cette personne pour qu'il s'épanouisse et qu'il ne finisse pas en burn-out ou dans des situations dramatiques au niveau de sa santé ou je ne sais pas quoi? C'est clair, ils vont déjà tellement stresser en entreprise qu'ils réservent un peu de stress pour les entretiens, les concours. C'est ça, donc mettre les choses au bon niveau, c'est qu'un concours. Et oui, bien sûr, à 20 ans, et c'est les premières grandes échéances, mais de toute façon, dans la vie professionnelle, il y en aura tellement d'autres. Ouais, c'est clair. Ça ne s'arrête pas après. Hein. Ouais, oui, c'est ça, c'est que le début. C'est juste le début, c'est que le début des embrouilles. Aïe, 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 aïe. Après, il y a d'autres échéances. Est-ce que tu peux parler un peu plus du format, à la fois pour Grenoble et de l'EDEC, pour ceux qui ne connaissent pas trop? Comment est-ce qu'il se déroule l'entretien? Parce que les deux sont vraiment, pour le coup, c'est deux formats qui sont radicalement différents. C'est des formats que j'apprécie énormément. Je trouve ça très, très pertinent de faire 3 phases différentes. Ça veut dire que chacun a sa place et peut exprimer son potentiel dans une section ou une autre de l'entretien. Donc à l'EDEC, il y a une première partie, c'est 4 minutes, où donc, ils sont 6. Les 6 vont se présenter un à un devant le tableau là, et dire un peu qui ils sont, donc leur motivation, pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, leur parcours, très rapidement. Donc on n'intervient pas du tout, on écoute simplement. Chacun défile, voilà, par ordre on les convoque. Et puis ensuite, il y a la trilogie, donc qui dure 45 minutes. Et pour le pitch, il y a le mot aussi. Ils doivent incorporer oui, exact, un mot. Voilà. Absolument. Tu vois, même moi, je l'oublie. ça en dit long sur mes attentes. Sur l'importance du mot, mais c'est hyper intéressant. Franchement, à chaque fois que j'y suis allée, c'était pas le sujet, quoi. Bon, c'est juste pour éviter qu'ils récitent. Oui, voilà. Et ici, ça n'a pas d'intérêt de réciter un pitch, donc c'est juste pour ça. Après, s'il y en a qui sont suffisamment à l'aise pour l'intégrer, en général, en fait, ils l'intègrent, mais je veux dire, c'est un non-sujet pour moi. Ça se résume pas à ça, leur prestance, heureusement, parce que leur prestation, sinon ça serait dommage. Donc après la trilogie, donc là un exercice de groupe qui est un petit peu plus challenging pour moi, parce que ça veut dire qu'il faut prendre sa place dans un groupe, il faut voir comment on se positionne. Donc il y a ceux qui n'arrivent pas à la prendre parce qu'ils sont plutôt timides, effacés normalement dans leur vraie vie. Donc compliqué pour eux, et il y a ceux qui prennent toute la place parce qu'eux, ils ont l'habitude, ils sont très extravertis, donc la vérité est au milieu, et c'est ce qu'on note, ce qu'on observe, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction qu'il y a, c'est pas est-ce que lui est timide ou pas, parce qu'il faut de tout dans une entreprise aussi, dans une école de commerce, c'est est-ce qu'il écoute les autres, est-ce qu'il y a des propositions un petit peu différentes, innovantes,
Est-ce qu'il y a une remise en question si tout le monde va dans le même sens? Est-ce qu'il y en a un qui casse la spirale pour dire autre chose, pour amener un petit peu de richesse à l'analyse? Est-ce qu'il y en a un qui gère le temps? Est-ce qu'il y en a un qui, je sais pas, qui amène autre chose? Enfin voilà, on cherche, qui prend le lead, mais attention à prendre le lead, danger. Ouais, il faut le prendre, mais pas assommer les autres, quoi. Ouais, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire dans une trilogie, parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc il y a un cas d'entreprise, donc ça peut être une entreprise de l'EDEC. Et donc, ils ont 3 solutions. Ouais. Et en fait, ils doivent peser le pour et le contre de chacune des solutions. Donc, il y a 3 ordis. Ils ont chacun une partie analysée avec des documents factuels. Il y a une vidéo qui est projetée au départ pour tout le monde. Ensuite, chacun part en binôme sur des ordinateurs. Ils lisent leurs consignes et ils doivent débattre et présenter aux autres ce qu'il y a dans leurs documents. Et puis ensuite, amener ces éléments-là dans la discussion commune. OK. Donc, oui, c'était juste pour ceux qui ignoraient. Mais... Et du coup, donc, ça qui est intéressant, c'est que dans les 6, il y en a forcément qui vont plus parler, qui vont moins parler. Et il y a souvent un peu je pense qu'il y a cette volonté, tu as dû le voir, de personnes qui veulent absolument montrer qu'ils sont peut-être un peu meilleurs ou qui sortent du lot et qui veulent prendre le lead. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, de cette position un peu de leader dans un groupe, dans un exercice comme celui de l'EDEC? Il faut des leaders, mais après, un vrai leader est quelqu'un qui écoute les autres, qui prend en compte la vie et qui va juste faciliter en fait, le lien entre chacun pour que chacun puisse... Un vrai leader, il donne la parole en fait, à ceux qui ne la prennent pas spontanément. Donc c'est quelqu'un qui est au service du groupe et pas quelqu'un qui est là pour briller et nous montrer son ego sous toutes ses facettes. Ok. Donc s'il est au service du groupe, bah ok, pas de problème. Et s'il donne la parole, s'il partage, s'il reformule, voilà, des facilitateurs en fait. Pour moi, c'est ça. Ok. Ah, c'est intéressant. Donc il doit vraiment, oui, c'est ça, c'est exprimer ce qu'il a à dire, mais au service du collectif. Donc faire participer tout le monde, faire en sorte que chacun ait son mot à dire, qu'on confronte les idées, c'est ça, quoi. Tout à fait. Ah, ok. Et il peut y avoir plusieurs leaders dans un même groupe. Parce qu'il y a des personnalités un peu fortes. Donc du coup, c'est trouver l'osmose, l'harmonie entre chacun, que ce leader il puisse être validé en quelque sorte par le groupe ou qui se propose en tant que leader. Si ça va pour tout le monde, ok. Et si ça va pas, s'il y en a un autre qui veut aussi faire, voilà. Enfin, c'est une discussion, c'est une ouverture, c'est voilà, c'est des propositions à faire en fait. Il faut surtout pas imposer quoi que ce soit parce que là c'est un peu dommage. Ouais, moi je me rappelle, j'avais fait ma trilogie. Ouais. J'avais une très bonne note. C'était ma meilleure note des entretiens. Et ce qui s'était passé, c'est que tout le monde on avait tous lu nos documents par rapport au cas. Et j'ai dit, écoutez, je pense que la solution 2, ça a l'air d'être la plus évidente, non? Ouais. Et il y a une fille du groupe qui m'a regardé, qui m'a dit, qui a regardé les autres du groupe, qui a dit, nous, on était plus partis sur la solution 1, qui a l'air plus évidente. Et là, boum, grosse rupture. Et en fait, tout l'entretien, ça a été... Parce que moi, j'avais mon ego et puis je voulais vraiment l'école. Moi, je suis resté sur mes positions, mais tout en étant dans la collaboration. Et c'est vrai. Par contre, je suis jamais rentré en confrontation avec les autres. C'est ça, hein. Par contre, j'ai tenu mon point de vue. Et je me souviens que le jury, après, sur l'échange individuel dont on va parler après, il avait aimé. Il a dit, c'est bien, tu t'es pas dégonflé. C'est ça. Et moi, je lui ai dit, je pensais sincèrement que ma solution était bien, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour rester... J'aime beaucoup, je t'interromps, j'aime beaucoup le mot sincèrement, tu vois. Ouais. Voilà, quand tu es sincère et honnête, en fait, il y a quelque chose qui transparaît, qui est visible pour le jury. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de forcer. Tu vois, le rapport de force dont je parlais tout à l'heure, non, jamais, à aucun moment, ni en individuel, ni en collectif, c'est pas nécessaire. Sois honnête et sincère, et si cette idée, elle te tient à cœur et que c'est vraiment celle-ci que tu veux défendre, tu es légitime à le faire. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que l'entretien de groupe, vu que c'est tellement différent, là, l'entretien individuel, on peut se dire... on est soi-même, etc. Mais l'entretien de groupe, vu que c'est un exercice, on oublie qu'il faut aussi être soi-même dans un exercice de groupe. En fait, ça ne doit pas être une raison de jouer un rôle de manager parce que tu débats avec des costumes cravates sur une entreprise. Ça ne doit pas t'empêcher d'être naturel, quoi. Absolument. Ouais, ok. Donc, si tu es authentique, si tu as trouvé cette posture-là, tu vois, en amont, quand tu t'es préparé, en fait, c'est juste une évidence. Il n'y a pas à y réfléchir, c'est déjà là. Ouais, c'est clair. Et alors après, il y a l'échange individuel. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que vous reprenez ce qui a été dit au collectif? Je crois aussi, tu me dis, mais il me semble que vous n'avez pas du tout accès à ce qui se passe sur les PC. Enfin, vous regardez juste le débat, vous vous en fichez un peu de la solution. Le contenu importe peu, effectivement. Donc les entretiens individuels, on va être, on ne sait pas à l'avance avec qui on va être, on découvre au moment venu. On est donc le candidat et une personne seulement, il n'y a pas 2 personnes.
Donc, l'objectif, il est de comprendre, en fait, on ne va pas reparler de ce qui s'est passé pendant les 45 minutes, juste comment tu t'es senti, voilà, un petit débrief de 2 minutes, pas plus. Et ensuite, on cherche à connaître la personne sur les motivations, sur qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle se projette dans le temps, dans l'école, pourquoi elle veut absolument l'EDEC, par exemple. Ok. Et donc, tu vas regarder sa connaissance de l'EDEC, par exemple. Ouais. Sa connaissance, si elle connaît les assos, si elle connaît le parcours académique, si elle a déjà identifié sur quelle spécialité elle voulait aller, si elle veut rester en France, si elle veut partir à l'international. On essaye d'avoir une logique là-dedans. Ok. Donc, on n'est pas dupe, évidemment que ça peut changer, c'est pas un problème, mais ça veut dire, est-ce que le candidat s'est donné les moyens de se projeter dans ce parcours-là? Est-ce qu'il y croit vraiment, ou est-ce qu'en fait, il est là, est-ce qu'il vise, c'est plutôt les secs, ou je sais pas quoi. Oui. Parce que bon, il y en a des fois, on sent que c'est je suis là parce qu'il faut bien assurer mes arrières, en gros, mais je suis pas là pour l'école, quoi. On préfère quand même enfin, je parle prétentieusement peut-être pour l'EDEC, mais je pense que l'EDEC préfère quand même des candidats qui sont là pour cette école. Oui. Elle a une vraie valeur en tant que telle et elle mérite d'être respectée. Ouais, c'est sûr. Moi, je vais être obligé de valider. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que la langue fourche entre eux. J'ai vraiment envie d'intégrer les secs quand on est à l'entretien de l'EDEC. Moi, ça, j'ai entendu ça déjà. Oui, ça arrive. Oui, effectivement. Ouais, c'est clair, ça peut arriver. Mais c'est vrai que vous n'allez pas vérifier en fait. Vous n'allez pas du tout vérifier si le projet pro qui est énoncé, il va être étudié en école, quoi. C'est vraiment. On n'est plus là, après on disparaît. Hein. Vous n'avez pas le CV non plus sous les yeux. Vous savez rien du candidat finalement. Non. Ouais. Parce que c'est vrai que les gens pensent que les jurys, alors c'est le cas dans les Parisiennes par exemple, en AST, ils ont lu les lettres de motivation, les essais pour les SEC, etc. Par contre, pour l'EM Lyon, Schema, l'EDEC, Grenoble et tout, vous n'avez pas le CV. Vous connaissez rien du candidat. En fait, vous apprenez à le connaître. Enfin, c'est pour ça que l'entretien est là. Quoi. Exactement. Donc, on part vraiment de zéro. Donc, en fait, effectivement, il y a des candidats qui sont préparés à aller chercher les petites questions pièges et tout ça, donc qui essayent d'aller dans le très spécifique, mais en fait, reste dans le général. On ne te connaît pas, en fait. Juste parle-nous de toi, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Donc, c'est dommage de se focaliser sur les pièges, parce que c'est vraiment pas ça un entretien. Juste, explique-moi qui tu es. Je veux savoir qui tu es pour comprendre ton parcours, tes choix et ton orientation. Les gens, souvent, ils ont peur d'expliquer qui ils sont, parce qu'ils ont peur de paraître trop vulnérables ou de montrer des faiblesses au jury. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça ? Parce que c'est une bonne manière d'être authentique finalement, de montrer ses vulnérabilités. Faites un coaching juste avant. Je reboucle. La vulnérabilité est loin d'être une fragilité, c'est au contraire une force. Quand on arrive à exprimer sa vulnérabilité, ça veut dire qu'on est conscient de ses fragilités. Et tout le monde en a. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas les voir qui ne les voient pas. Mais on est tous force et fragilité en même temps, vulnérabilité. Et de pouvoir assumer ça, de pouvoir le vivre en fait, c'est une force immense. Enfin, pourquoi il y a à se cacher de ça ? Enfin, c'est pour moi l'ancien monde, ça ne doit plus exister. C'était avant. C'était voilà, je joue un rôle, je me positionne dans mon ego XXL et c'est une mascarade quoi. C'est ridicule. Donc le prochain leader, les prochains managers, j'espère qu'ils auront droit d'être sensibles, d'être vulnérables. Ça n'empêche pas qu'ils sont performants, qu'ils sont très efficaces, très intelligents. Ça n'a rien à voir. Les soft skills, en fait, ils sont hyper mis en avant aujourd'hui. Hein. Avant, ça n'existait pas vraiment. Hein. Donc, il n'y a pas que les compétences intellectuelles, loin de là. Enfin, là je parle plus pour les prépas qui ont la tête qui déborde de partout de connaissances, alors que l'être humain qui est derrière, c'est ça qui fascine. Enfin, la richesse, elle est là. Hein. L'IA, il va faire tout le reste, ça sert à rien. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Faut quand même. N'oublie pas. Hein. Bah non. Bientôt, ce sera des robots qui nous feront les entretiens. Non. Il y aura toujours de l'humanité. J'y crois. Mais c'est super cool ce que tu dis parce qu'il y a des AST surtout, tu l'as dit, qui ont des parcours parfois un peu rocambolesques, qui sont orientés, qui ont redoublé, qui ont fait une première année de médecine, qui ont loupé les concours, qui ont honte. Alors qu'en fait, ça peut être un atout. Et puis j'ai essayé, j'avais un rêve, je voulais faire médecine. J'ai essayé, je me suis plantée, j'ai pas réussi. Ok, et alors ? C'est quoi ? Ça veut dire que ta vie est finie ? Non, c'est juste, elle commence autrement. Tu avais un projet qui était peut-être un rêve d'enfant, qui était je sais pas quoi. Mais là aussi, tu vois, je vais amener une petite touche personnelle. Il y a des programmations qu'on porte comme ça, où on se projette dans un métier ou un autre. Et en fait, c'est pas vraiment notre programme à nous, c'est celui de nos parents ou de nos grands-parents qui auraient voulu mais qui n'ont pas pu. Ça s'appelle des mémoires transgénérationnelles. Et quand tu libères sur le plan inconscient ces mémoires-là, tu as le droit d'être qui tu es. Ouais. Et donc là, tu peux être vraiment authentique et pas marcher dans les pas de papy ou de mamie ou de maman ou de je sais pas quel. Donc voilà. Ces mémoires-là, on les porte jusqu'à cette génération avant nous. Donc c'est des gens qu'on connaît même pas des fois.
C'est intéressant et tu dois tiquer d'ailleurs quand un candidat il te dit j'ai envie de faire finance et si la discussion va dans ce moment, il dit oui d'ailleurs mon père est banquier etc. Peut-être tu dois tiquer, tu dois te dire ou alors qu'il veut reprendre l'entreprise familiale etc. Est-ce que toi tu vas aller creuser, te demander si c'est vraiment ce qu'il veut faire et pas ce que ses parents veulent qu'il fasse? Alors, normalement, dans le jury, je suis pas là pour ça. En coaching, oui. Ouais. Clairement, je vais complètement confronter le sujet parce que est-ce que tu es sûr que tu es en train de faire le bon choix? Alors, ok, on a une vie entière pour se construire, donc on a le droit de se tromper plusieurs fois, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est dommage, en fait, c'est une perte de temps. Pour moi, déprogrammer ces mémoires-là, ça permet d'accéder à vraiment une liberté de choisir et d'être pleinement soi-même, quoi. Donc moi je commence par le début en fait. Accédons à la liberté d'être nous-mêmes et c'est suffisant quoi. Et Donc les entreprises, oui j'ai un focus particulier sur les entreprises familiales parce que bon, est-ce que c'est un héritage qui est vraiment un très bon héritage? C'est certes plus facile, mais à terme, est-ce que c'était vraiment la bonne solution? C'est très très discutable. ça se questionne. Ça se questionne beaucoup. Donc, l'intégrer en conscience, cette entreprise familiale, et accepter qu'elle puisse changer, évoluer, sans que ceux qui étaient là avant donnent leur mot, oui, pourquoi pas. C'est souvent bien plus compliqué que ça. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai géré beaucoup de cas comme ça dans des approches systémiques. C'est assez dramatique. Ouais. Il y a des suicides, il y a des choses comme ça. Enfin, ça va jusque-là. Et voilà. Ouais, c'est des vies entières sacrifiées, c'est des dommage. fois pas forcément pour les bonnes raisons, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, il y a des choses très vertueuses aussi, il ne faut pas tout mettre dans le négatif, mais je pense qu'il faut se réapproprier d'abord son histoire pour pouvoir le vivre sainement. Ouais, mais c'est important ça. C'est important de vivre d'avoir ses propres objectifs, pas projeter un projet pro parce que papa, maman nous a dit de le faire ou parce que ça paraît bien aux yeux du jury, parce qu'on a vraiment envie de le faire, quoi, finalement. C'est un petit peu plus subtil que ça, c'est des loyautés inconscientes, donc c'est souvent le candidat, il ne sait pas qu'il porte ces mémoires-là. Quand il travaille sur lui, il peut le découvrir, mais au départ, il ne le sait pas. Ouais, bah oui, c'est vrai, hein. On est trop jeune de toute façon pour s'en rendre compte. Mais c'est même à 60 ans, si c'est inconscient, si tu n'as pas travaillé sur toi, tu ne le sauras pas. Tu auras pensé toute ta vie faire ce qui était bon pour toi, et en réalité, tu découvriras un peu tard que, finalement, non, ma place était plutôt là. Mais ça peut être valable, tu vois, là je vais parler plus des prépas, quand tu es en galère, les prépas, les coefs de maths sont très très forts. Quand tu n'y arrives pas, j'ai accompagné une élève qui était à 2,5 de moyenne sur 20 toute l'année pendant ces 2 ans de maths. Bon, c'est catastrophique, alors que le reste était plutôt bon et qu'elle pouvait prétendre à une parisienne. Donc très très dur. Et quand on a fait un travail systémique, elle a déprogrammé ce programme qui venait de sa mère, de sa grand-mère. Voilà, les maths, c'était pas possible. Les femmes dans la famille n'avaient pas accès à l'argent, aux maths. Il y a quelque chose de vraiment très profond, très douloureux. Et quand on a libéré ça, en fait, elle a eu sa meilleure note au concours HEC, elle a eu 10,5. Ce qui était le nirvana, parce qu'en 2 ans, elle n'avait jamais touché la moyenne. Ouais. Mais tu vois, en fait, ça peut être hyper pénalisant, parce que du coup, tu te dis pendant 2 ans et demi, en fait, 2 ans, pardon, tu peux pas envisager quoi que ce soit avec ça. Ça te bouffe tout le reste. Ouais, c'est clair, c'est chiant, quoi. Eh bien, du coup, elle a eu énormément de joie en voyant sa note, et cette programmation qui n'était pas la sienne, et elle a sauté. Et donc, ça change tout. Ça redistribue les cartes. On repart sur un autre jeu, sur une autre approche, et en fait, il y a plein de possibilités qui émergent que tu n'avais absolument pas vues du tout auparavant. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que surtout chez les femmes, il y a beaucoup de choses qui sont à travailler, on va dire ça comme ça. Bien sûr, évidemment. Parce que est-ce que tu as le droit d'être chef d'entreprise et d'être PDG d'une boîte quand dans ta famille, les femmes ont été soumises et ont été derrière leur mari ou leur père ou leur frère ou je ne sais pas qui? Ouais, c'est compliqué. J'ai participé aussi à des entretiens de simulation d'entretien dans des prépas parisiennes et lyonnaises. Et une jeune fille, je lui parlais donc plutôt facilement parce que je suis une femme, les femmes qui l'inspiraient, par exemple les PDG, d'avoir des noms, d'avoir des parcours qui étaient pour elle intéressants. Elle était à sec, vraiment rien, aucune ref, rien du tout. Bon, je dis ok. Et j'ai essayé de l'aider, en fait, de lui poser d'autres questions, mais en fait, elle s'enfonçait, elle a fini en larmes, mais complètement. Okay, ouais. Elle a perdu pied complètement, alors que mon intention était vraiment de l'aider, de l'aider à voir clair, quoi. Une figure inspirante en général, pas que dans l'entreprise, rien. Et donc cette personne-là, en fait, elle était d'origine africaine. Je pense que la place des femmes dans sa famille n'était pas tout à fait facile, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas trop, je ne veux pas apporter de jugement là-dessus. Mais il y avait un énorme travail de réparation à faire avant qu'elle puisse se projeter. Elle était en cube, je crois qu'elle a fait bicarré après parce qu'elle n'y arrive pas. Le parcours, il est quasiment inaccessible. Ouais, c'est clair, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, elle a ses boulets aux pieds qui sont pas visibles avec les yeux. Donc pour un monde rationnel, comment on fait? Elle n'y arrive pas, elle s'empêtre, elle perd son estime d'elle-même, elle a plus confiance en elle, elle pense qu'elle est nulle. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'elle est empêtrée dans les histoires du passé qui ne sont pas réglées.
où le féminin a besoin d'être remis au bon niveau et d'être autorisé à réussir, à prendre sa place dans l'élite. C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, c'est un peu tabou et même moi, je sais que mon audience, elle est majoritairement masculine. Ah ouais. Mais en école de Les filles. Mais en grande école de commerce, en ST, surtout, il y a des filles. Est-ce que peut-être tu aurais quelque chose à leur dire, peut-être pour des filles qui ont potentiellement plus cette autocensure, plus ce doute sur qui ont peut-être un peu moins confiance en elles, sur leur place en grande école, pour pas qu'elles aient syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu leur dirais ? S'il vous plaît, les filles, faites le job. On a besoin de vous. On a vraiment besoin de rééquilibrer la parité. Donc, j'ai vécu en entreprise. Donc, j'ai vécu des choses qui sont inadmissibles, à la fois géniales et à la fois dramatiques. C'est-à-dire que je suis arrivée chez IBM, j'étais top contributeur, j'ai eu des stock options, j'ai eu un voyage Global Golden Circle à Hawaï, machin, une semaine tout frais payé, donc top niveau dans les ventes et tout ça, très reconnu, tout ça. Je suis tombée enceinte. Quasiment tout perdu. Là, le capitalisme je suis n'aime tombée pas trop enceinte, il ne faut pas tomber enceinte. Voilà. Mais dans le même temps, on était capable de me faire participer à des kick-offs sur comment promouvoir les femmes en entreprise. Non, mais, c'est absurde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un service qui développe une stratégie, on a un autre qui fait autre chose. Ouais. Et donc, en fait, en entreprise, c'est ça tout le temps. Donc, ça se mélange. Il y a une volonté peut-être au top niveau, mais ça ne redescend jamais jusqu'au bout. Ou alors, il y a des personnalités qui ne peuvent pas supporter ça, je ne sais pas. Mais les filles, prenez votre place, c'est vraiment important parce que c'est dans cette polarité que l'entreprise elle peut bien se porter, que l'école de commerce va vivre et que l'humanité globalement aussi respire. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Il y a pas, je pense que le parcours, il est un peu plus compliqué parce qu'on a trop de choses qui viennent de derrière, des ancêtres. Sûr. Et il n'y a personne qui veut ça, en fait. Mais c'est juste mettre de la conscience dessus et le libérer pour pouvoir y accéder pleinement. Et elles sont tout aussi intelligentes, voire plus. Il y a une intelligence émotionnelle souvent que les femmes ont un peu plus que les hommes. Les hommes ont d'autres qualités. Mais c'est l'équilibre, en fait, qui est intéressant. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ok, très intéressant. Ouais. Pour revenir sur le sujet, parce qu'on a parlé, quand j'y pense, on a parlé que de l'EDEC. Ouais, est-ce que tu peux nous parler du format de Grenoble, comment ça se passe, pareil, les attendus c'est quoi un jury, c'est quoi un entretien à Grenoble? Donc quand on Grenoble Alpine School. Ah ouais. Oui. Je crois que c'est Grenoble Alpine School. Je crois que c'est le nouveau nom, la nouvelle DA. Enfin bref, on va dire Grenoble. Faut que je me mette à la page. Désolée, j'aime. J'aimais bien, j'aime en fait. Le rebranding encore une fois. Ouais, le rebranding. Ouais, c'est comme le nouveau logo de l'EDEC d'ailleurs. Il faut se renouveler. Avec la Unleash Tomorrow. Bon, bref, on en parlera pas ici. Okay. Pour des raisons évidentes. Je vois que un peu déçu. Bref, okay, on change de sujet. Donc j'aime quand on passe l'entretien là-bas, on arrive, il y a 5 minutes de présentation d'un sujet qui est libre, qui est censé avoir été préparé par les élèves avant. Ok. Donc c'est quand même bien de le préparer. Avec un peu de rapport avec le business, c'est ça? Avec un rapport avec le business, avec l'actualité ou avec les valeurs cibles de GEM. Ok. D'accord, transition écologique, ça peut être ça, ça peut être l'innovation, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est bien de le structurer quand même. Là, je parle vraiment aux AST parce que en général les prépas savent faire. Ils connaissent un peu le sujet. Enfin, ils connaissent un peu la façon de faire. Les AST, c'est à l'époque où j'ai fait passer, c'était un peu, ça manquait vraiment de rigueur. On voyait pas trop de problématiques, on voyait pas trop de faire un plan, première partie, deuxième partie, conclusion, enfin, des choses quand même assez basiques, assez basiques à mon sens. Je pense qu'en terminale, on sait le faire aussi. Donc voilà, le sujet il doit être préparé. Et puis avoir un sujet dans lequel on croit, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout pris sur ChatGPT parce que, aujourd'hui c'est ça aussi. Ouais, c'est clair. Donc si c'est juste une récitation de chat, ça n'a pas d'intérêt. On veut un sujet qui soit pertinent, sur lequel vous avez quelque chose à dire et qui vous tient. Voilà, quand vous en parlez, vous êtes actif, vous êtes dans le mouvement, vous êtes imprégné de tout ce que vous allez partager. Parce que on va s'en servir évidemment après. Donc on va rebondir dessus et si ça n'a pas d'intérêt, on va juste oublier tout ça, on va dire bon d'accord. On passe à la suite. L'entretien inversé, donc, il dure 10 minutes. Il y a 9 minutes où le candidat interviewe une personne du jury, celle qu'il choisit. Okay. D'accord ? Il n'y a pas de bonne personne ou de mauvaise, suivant ses préférences, on va dire. J'aime beaucoup cet exercice parce que, du coup, ça mesure la capacité du candidat à écouter. Souvent, on lui demande d'émettre et là, il est plutôt en réception. C'est clair. Et c'est différent. C'est pas du tout la même chose. Donc, il écoute, il questionne en fonction de ce que le jury va dire. Et s'il n'écoute pas vraiment, en fait, les questions elles vont être totalement décousues les unes des autres, ça ne va avoir aucun sens et ça va être un peu caricatural aussi. Donc, ça montre l'intérêt que le candidat il porte à la personne qui est en face de lui. Et
quand on intègre une école de commerce, il me semble que le lien entre une personne et une autre, ça devrait être une base, enfin, dans ma vision du monde. Donc j'aime beaucoup ça, et on voit des choses qui sont parfois très très discutables. Il y a une minute de synthèse à la fin, le candidat doit reformuler ce qu'il a compris. Alors là, c'est encore pire que tout. Ouais. C'est extrêmement rare d'avoir une très bonne synthèse. Ouais. Parce que, en fait, mais non, mais c'est même pas ça. C'est que le candidat, il parle de lui. Alors qu'il vient d'interviewer quelqu'un et qu'il est censé parler de l'autre. Il est bon, ouais. Non, mais je t'assure que c'est 80% du temps, je crois. Ah ouais, la vache, ok. Non, c'est pas anecdotique. C'est vraiment, si je le dis, c'est que ça me paraît pour moi, waouh. Soit ils n'ont pas compris l'exercice, il n'a pas été expliqué comme il faut. Et donc ils disent quoi alors? Ils disent je pense que machin, ils portent un jugement sur le jury. Ouais, c'est vachement bizarre. C'est déjà dérangeant parce qu'un jugement n'est pas forcément bienvenu à ce moment-là. Donc en fait, quand tu es interviewé, tu dis il est en train de juger ma vie, donc il a 20 ans et donc j'en ai plus du double, il est en train de porter un jugement sur ce que j'ai fait ou pas fait. Ok, d'accord. Étrange. Malvenu, très malvenu. Bon, après, on n'est pas là pour justifier ça, mais ça aide pas quand même. Hein. Et puis la dernière partie, ça va être plutôt une interview. Donc là, on est 3 ou 2, ça je sais combien on est, interviewer le candidat pour essayer de comprendre ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il ne s'est pas encore vu, ce qui ne s'est pas révélé sur son parcours académique, qu'est-ce qu'il veut faire quand il vient à Grenoble, est-ce qu'il connaît la ville, est-ce qu'il connaît des alumni aussi, c'est aussi intéressant d'avoir des... Est-ce qu'il est déjà en contact, est-ce qu'il est déjà... tu recommandes de le faire, ça carrément, oui. Ouais, de contacter des alumni pour... Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut name drop, on peut dire j'ai parlé avec un tel qui a intégré en 2023. Honnêtement, on ne sait jamais, mais il y a quand même très peu de chances qu'on connaisse la personne. Il y a beaucoup d'élèves. Ouais. On est de passage. Gros réseau quand même. On est de passage une journée ou 2 max. Ouais. Donc tomber sur la bonne personne, à moins que elle soit vraiment très très connue dans l'école. Mais en tout cas montrer qu'on a fait la démarche de. Ouais, montrer qu'on a un intérêt pour l'école et qu'on s'intéresse ou qu'on a été je sais pas quoi, une soirée ou un événement sportif qui a été organisé, une course solidaire. On a participé déjà, on a vu les équipes, ça a fait envie d'intégrer cet assaut. Il y a plein de belles choses. Ok. Et faut donner vraiment, je me perds, excuse-moi, des exemples très concrets en fait. Souvent les étudiants sont très évasifs, ils vont pas cibler précisément un point. À la fin de la journée, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait passer 12 personnes. C'est beaucoup 12 personnes. C'est-à-dire qu'on entend toute la journée, à la fin on est vidé, lessivé. Et qu'est-ce qu'on garde en fait? Ça marche par matinée ou par après-midi. À la fin de l'après-midi, par exemple, ok, est-ce que tu te souviens du premier? D'accord. Et on revoit les notes pour voir si c'est cohérent entre ce qu'on a vu au début et ce qu'on a vu à la fin, et si on change des notes ou on ne change pas. Donc il faut qu'il nous reste quelque chose. Quelqu'un qui va nous avoir percuté sur un point ou un autre. Ah oui, tu te souviens, c'est celle-là, elle parlait de ça, machin, ou elle était plutôt comme ça, très ouverte. Il faut qu'il reste quelque chose, qu'on ait été marqué et que quand spontanément on y revient, alors qu'on est fatigué et que machin, on a écouté beaucoup de monde, ça soit encore là. Tu vois ce que je veux dire? Être un peu mémorable auprès du jury, quoi. Oui. Est-ce que tu aurais dans le bon sens, attention. Oui, dans le bon sens. Parce que ça peut être dans les deux sens. En parlant de ça, j'avais quelques petites questions peut-être pour toi en one shot. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu, alors pas forcément dans le négatif, parce que c'est vrai qu'il y en a qui craquent, etc., mais une anecdote que tu aurais d'un entretien plutôt en bien ou plutôt en positif, ou alors un truc qui t'a fait rire d'un élève ou quelque chose qui t'avait marqué justement dans tes derniers entretiens? Alors moi, je suis très sensible aux personnes qui sont authentiques, mais vraiment qui incarnent ça me touche beaucoup parce que ça rentre en résonance avec mes croyances, avec mes valeurs. Je pense à un étudiant de GEM que j'avais vu, qui avait fait un parcours, je ne sais plus, il était en Suède ou en Norvège, quelque chose comme ça. Et donc en AST, non pas en AST, mais il avait repris le parcours, il avait un parcours assez particulier, atypique, qu'il assumait totalement. Et il nous a emmenés dans sa discussion sur la photographie, alors c'est pas forcément le thème ici, sur les paysages, mais vraiment on est tous partis avec lui, quoi. Il nous a fait rêver. Et je trouvais, et en même temps, quand on le ramenait sur le business ou sur sa projection à GEM et tout ça, c'était très cohérent. En fait, quand il y a de la cohérence, le parcours il peut être très atypique et c'est tout est ok, quoi, en fait. Si c'est justifié, c'est justifié, mais en fait tout ce qu'il a amené, c'était en cohérence avec ce qu'il était, ce qu'il incarnait. Donc moi, c'est juste bravo. À cet âge-là, bravo. En plus, c'est sympa de faire voyager un peu le jury. Des fois, ça doit vous faire plaisir aussi. Petite bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Quand on en a 12 dans la journée, oui, d'avoir des moments où on peut rigoler. L'humour, alors il y en a qui savent le manier, d'autres pas. Si vous avez de l'humour, allez-y, quoi. Ça fait du bien parce qu'on en a besoin aussi. Parce que des fois, c'est un peu lourd, il y a beaucoup de stress. Donc nous, on éponge aussi un peu le stress qu'il y a, on essaye de le poser. Ouais. Mais un peu d'humour, ça fait du bien à tout le monde. Ça détend le candidat et le jury, ça lui fait du bien aussi.
Tu m'étonnes, ouais, c'est clair. Donc c'est des choses qui sont, je sais pas, il faut pas le faire pour le faire, il faut le faire si on le sent. Voilà. Et par rapport à ça, est-ce que, bon, alors l'erreur numéro une, toi, que tu vois, que tu nous as dit, c'était les gens, des étudiants qui n'étaient pas naturels. Mhm. Est-ce qu'il y a des trucs aussi qui t'agacent, que tu entends à chaque entretien? Je sais pas, par exemple, un élève qui te dit j'aimerais intégrer votre école pour le prestige académique et pour le réseau, Ouais. en étant super vague. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui reviennent, qui te font titiller et ça te. Voilà quoi, c'est des trucs qui reviennent vraiment souvent, que ce soit à l'EDEC ou à Grenoble. En fait, ce qui me gêne dans cette démarche-là, c'est je veux intégrer pour, c'est-à-dire que l'élève, le candidat, il veut consommer. Ma question directe, c'est qu'est-ce que tu vas apporter, toi, à l'école, en fait. C'est- Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Qu'est-ce que tu mets sur la table dans l'échange? Ok, de toute façon, l'école, oui, elle va t'apporter plein de choses, et voilà. Mais d'accord, et toi, qu'est-ce que tu vas apporter? Comment tu vas faire briller une asso? Comment tu vas faire une carrière internationale qui va faire qu'on va parler de l'école aussi? L'école, elle a besoin d'exister, et elle a besoin de vous, en tant que jeune diplômé, pour rayonner. Enfin, de même que, je parle aussi, je suis aussi diplômée, mais voilà, plus on incarne quelque chose, plus on parle des valeurs de l'école, plus elle peut briller à travers nous. Le réseau des alumni, il n'existe que par ce qui a été fait par les étudiants. Hein. Donc Ouais. c'est très important de ne pas considérer, parce qu'on paye une scolarité qui a un prix assez élevé, c'est vrai, tout est acquis et on prend. Ok, la vie, c'est aussi je donne et je donne. Voilà, je reçois, je donne, et ça s'harmonise, ça s'équilibre. Mais c'est surtout que les étudiants, en fait, ils seront vu que c'est le réseau, c'est le jeu, ils seront les futurs ambassadeurs de Bah, l'école. bien sûr, Il faut qu'ils bien représentent. Il sûr. ne faut pas qu'on ait Complètement. honte de la. Finalement, c'est quelqu'un qui va rentrer toi dans ton réseau de manière indirecte, même si évidemment, c'est pas ta génération, mais c'est quelqu'un qui va représenter. Donc on a envie Il y a des soirées où on peut networker avec n'importe quelle Ouais, génération. c'est clair, ouais, c'est clair. Enfin, il y en a à Lyon pour GEM, voilà, Ouais. ça existe. Mais moi, il y a un autre jury qui m'avait dit j'aime bien les candidats où je m'imagine à la machine à café avec eux et je peux discuter. Enfin, je me vois discuter avec eux à la machine à C'est café ça. sans problème. Quoi. Est-ce que, ouais, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais envie de passer mon après-midi avec cette personne-là au sein de l'école, par exemple? Ou est-ce que je me ferais chier, j'ai juste envie de partir? Il y en a qui s'interrogent aussi sur, vu que comment dire, les mœurs ont pas mal changé, sur le dress code. Ouais. Filles comme garçons, comment est-ce que tu conseilles de s'habiller pour les entretiens? Comment s'habillent les gens quand ils viennent en entretien d'école de commerce? De façon, je trouve, moi, beaucoup trop classique, mais après, il y a des recommandations qui sont faites par les écoles. Bon. Moi, le costume, la chemise blanche, enfin, le costume sombre pour les garçons, voilà. Les baskets, c'est discutable. Je suis pas forcément pour. Faut mettre des Air Jordan multicolores. Je sais pas. Bon, en tout cas, le costume sombre et tout ça. Bon, on va pas à un mariage non plus, on est d'accord. Je sais pas. Un peu de fantaisie, c'est un peu trop quand on vous croise dans les couloirs. Ça fait un peu pingouin, quoi. Ouais, De mon point de vue. Surtout que tout le monde se ressemble. Mais c'est ça. Il y a plus de différence. Il y a plus de. Et en fait, comment on peut exprimer qui on est vraiment de façon authentique quand on est dans un costume qui ne correspond pas? Ça va aussi avec. C'est pas facile. Mais il y a aussi des jurys qui peuvent en tenir rigueur. C'est exactement ça. Donc, c'est mon point de vue, c'est très personnel. Ouais. Voilà. Okay. Pour les filles, normalement, il y a un peu plus de choix, mais il n'y en a pas tant que ça. Elles sont aussi en noir, elles sont aussi avec des tailleurs, noirs, pantalon, chemisier blanc, les cheveux attachés parce qu'on leur dit qu'il faut les attacher. C'est terne. Pas trop de maquillage, pas de talons. Moi, je trouve ça terne. Ouais, je trouve ça. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ça? Rien du tout. Enfin, tout le monde est habillé pareil, du coup. Il n'y a pas de différence. Peut-être c'est important pour des jurys à HEC, les SEC, et encore, je sais pas. J'allais dire, je suis pas qualifiée pour répondre à ça, mais moi j'aime bien un peu de couleur, j'aime bien un peu de diversité, et enfin, si on est à l'aise avec ça et si on l'assume, pourquoi pas. Ok, intéressant. Bon, après, c'est un risque à prendre. Oui, bon, c'est vrai. Et est-ce que y a des fautes éliminatoires où si l'élève le fait, qu'importe comment s'est passé l'entretien, si c'était super bien, il a fait un super pitch, il a super confiance en lui, il le fait, tu dis ah non, c'est mort, là il a fauté. Red flag. C'est pas énoncé aussi clairement que ça côté jury, on n'a pas des trucs, voilà, ça suffit, ça, c'est fini, au revoir. Je dirais les propos discriminatoires sur des personnes ou sur des situations ou des propos dégradants pour des causes, pour des causes ou des personnes. Moi, j'aurais du mal à laisser passer. Ouais. Mais après, j'ai pas de consigne par rapport à ça des écoles. Ouais. On a quand même tendance à donner beaucoup la chance. Hein. On force un peu, on essaye de trouver les solutions pour que ça puisse passer. Mais pour moi, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, qui ne sont pas acceptables. J'ai pu l'avoir en simulation d'entretien dans une prépa, quelqu'un qui se sentait vraiment au-dessus de tous les autres. Non, c'est stop. Parce qu'il venait d'une ville de province, on va dire, et qu'il se sentait vraiment
incarner la vérité il allait suprême. sauver Il allait sauver. Non, mais il était au-dessus, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les autres étaient un peu tous des ratés, quoi. Et moi, ça, je peux pas, en fait. Je peux pas entendre. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire sur l'école en termes de motivation? Par exemple, parler du salaire, parler du réseau. Est-ce qu'il y a des étudiants, des fois, qui posent des questions, enfin, qui vantent l'école, mais qui vont pas dans le bon sens? C'est-à-dire qu'ils vont parler du salaire de l'école, qui vont parler du classement. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont dans ce sens-là? Pourquoi ce sera un problème de parler du salaire? Qu'est-ce que tu as en tête avec ça? Je sais pas. Est-ce que c'est négatif d'ailleurs de parler du salaire ou pas Non, du tout? c'est pour ça que je te pose la question. Non, Pour moi, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Ok, bienvenue en école de commerce. En fait, on est là pour ça. On va pas se raconter d'histoire. Sinon, on fait une autre filière et puis on n'est pas dans ce mindset et c'est ok. Mais en école de commerce, si tu as un problème avec l'argent, fais autre chose, quoi. Ouais. Tu es là pour gagner de l'argent, clairement. Et puis, il faut l'assumer, il faut le vivre. Et puis, ok, vas-y, comment je fais pour en gagner le plus vite possible et le plus possible? Je sais pas. En tout cas, c'est une phase initiale. Après, ça se transforme un peu avec les années. Mais faut pas que ce soit tabou. Alors, le salaire, le coût d'une école en entretien, c'est pas un truc qu'on évite. Honnêtement, je pense en tout cas dans les jurys où j'ai pu aller, on n'en a pas tant parlé que ça. Ok. Je pense qu'il y a un côté un peu tabou, mais je pense que c'est assez français, ça, quand même. Ouais. Je pense que si on avait des Américains, ça serait pas, ça serait un sujet. Il y aurait pas du tout de barrière. Pour moi, c'est vraiment pas tabou. Et si le candidat a envie de parler de ça, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Ça me paraît tout à fait légitime. Ok, hyper intéressant. Donc le réseau, oui, forcément, quand tu as une école qui a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont des méga tops entreprises sur le marché international, oui, bien sûr, c'est plus facile de networker avec eux et puis d'avoir des passerelles, d'avoir des ponts. Ça fait partie du jeu, oui, bien sûr. Tu vois, à l'EDEC, pardon, du coup, mon fils fait l'EDEC aussi, et donc il était à la CCE, et je voyais la CCE a 60 ans, je crois, et donc je voyais tous les ans, ils se rencontrent entre alumni pour soutenir ceux qui étaient dans la CCE les années avant. Je trouve ça absolument prodigieux, c'est génial. C'est super. C'est clair. Ils sont soutenus, ils sont portés par tous ceux qui y sont passés avant, qui connaissent du coup les épreuves de démarcher les entreprises pour avoir les financements qui vont bien pour faire leur semaine au bord de la mer. Donc oui, CCE, course croisière EDEC, pardon. Je trouve ça génial. Et pourquoi il faudrait s'en priver? Enfin, peut-être les alumni, ils sont encore un peu vivants grâce à ça aussi, parce qu'ils ont pris de l'âge. Ouais, c'est clair. Ils sont un peu détachés. Du coup, ils partagent le fruit de leur expérience, leurs apprentissages, les conseils. Bien sûr. Enfin, moi, je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'en plus, un truc qui est super facile pour les entretiens, pour parler de l'école, c'est les associations, quoi. La vie associative est tellement riche, c'est du pain béni, quoi. Complètement. C'est du pain béni d'en parler pour vous même. Oui, intégrer. Voilà. Est-ce que le candidat il est plutôt sur une cause humanitaire? Est-ce qu'il est plutôt sur un truc sportif? Ça en dit aussi long sur lui, quoi. Bien sûr. Entre ce qu'il dit et finalement ce sur quoi il va investir, il y a peut-être des fois un décalage. Les personnes, il y a aussi beaucoup qui sont dans la performance sportive. On a pas mal de personnes qui ont vraiment un haut niveau. C'est assez surprenant. Et du coup, qui viennent après en école de commerce. Je sais pas, ça existe aussi, et je trouve que c'est une belle école de la vie, le sport. Les compétitions de très haut niveau, il y en a beaucoup qui sont sur le plan national. Ça apprend, c'est pas une prépa, mais on a aussi quelques déconvenus, on a aussi quelques grandes réussites, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on le transforme? J'ai souvenir d'une étudiante qui était marocaine, qui passait les concours en France et qui était championne du Maroc, je ne sais plus quelle discipline, athlétisme, je ne sais plus. Mais son parcours était très inspirant aussi, très diversifié, très différent de ce qu'on avait pu entendre. Mais là, c'est pareil, bouffée d'oxygène. Ah ouais, c'est waouh. Déjà, elle vient du Maroc, c'est pas si simple, elle n'est pas dans la même culture, elle n'est pas. Ouais, c'est clair. Elle n'a pas fait ses études en France, elle les a fait au Maroc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ok. Et question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que tu dirais à un candidat qui nous écoute, qui se dit j'ai pas un parcours hyper prestigieux, j'ai pas fait d'international, j'ai pas forcément fait d'associatif, j'ai fait une licence éco-gestion dans une petite ville, enfin rien de particulier, quoi. Et du coup, il se dirait par rapport à d'autres candidats, je suis vachement je suis un peu en décalage, quoi. Il y en a d'autres qui vont avoir un CV hyper complet. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il arrive quand même à tirer son épingle du jeu? Assume ta différence, comme à tout le monde en fait. Assume ta différence et travaille sur toi avant, parce que les personnes qui n'ont rien à dire, ça n'existe pas. Il y a juste des personnes qui n'ont pas vu leur potentiel, qui n'ont pas vu leur valeur et qui ne savent pas encore l'exprimer, c'est tout. On a tous en nous quelque chose à dire. Seulement, il y a des familles où ça va être très valorisé. Et du coup, le candidat, il va être habitué à l'entendre. Donc pour lui, c'est acquis que il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il a cette qualité-là. Et d'autres familles où il peut y avoir un père ou une mère qui est extrêmement discriminante, dévalorisante, qui va peut-être leur avoir mis des coups de serpe dans la tête toute sa jeunesse. Ça arrive aussi, et c'est aussi pour ça que je fais ce parcours de coaching, parce qu'il y a des élèves qu'il faut
remonter à la surface parce que malheureusement, leur famille n'a pas été là pour soutenir de cette manière-là. Et faire des études, c'est être déloyal à des parents qui n'ont pas fait d'études, par exemple, qui ne comprennent pas le besoin, qui disent voilà, que cette personne, elle perd son temps, quoi. Elle est dans les cahiers alors qu'il y a des choses à faire concrètement dans la matière pour gagner sa vie tout de suite. Et cet investissement, il n'est pas forcément reconnu. Donc il y a beaucoup de souffrance parce qu'à la fois le parcours est exigeant et à la fois derrière, il n'y a pas de soutien. C'est pas si facile que ça. Je fais partie de ces personnes-là. Donc c'est aussi pour ça que je souhaite réparer ça. Parce que c'est pas juste et on vient pas tous de familles qui ont fait HEC ou l'ESSEC. Hein. Oui, c'est clair, c'est ça. Des fois, on est les premières générations à transformer, à amener autre chose. Et c'est bien, mais c'est bien aussi d'être soutenu parce qu'il y a des moments, c'est trop dur, quoi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, peut-être des derniers mots de conseil pour les étudiants, qui soient prépa ou AST, parce que là, les entretiens arrivent à prépa. C'est quoi, peut-être un résumé de tout ce que tu as dit, parce que tu as donné quand même, déjà, encore merci, parce que tu as donné vraiment, je pense que tu as rassuré beaucoup de candidats. Je pense que tu as beaucoup désacralisé aussi l'exercice. Est-ce que tu aurais des petits derniers mots pour eux, pour bien qu'ils réussissent leur... Moi, je vais dire, faites-vous plaisir. C'est un moment qui peut être extrêmement joyeux. Ça peut être des très, très bons souvenirs. Moi, je me souviens encore de mon entretien à GEM il y a 30 ans. Je me souviens d'une personne qui travaillait chez Schneider et avec qui il y avait eu un très, très bon contact. Et ça avait été presque une source d'émulation pour moi, d'y croire encore plus, quoi. Et vraiment, faites-vous plaisir. Le plaisir que vous ressentirez va être contagieux pour le jury aussi. Et on parle encore mieux quand on a le sourire et quand on incarne cette vérité-là et c'est un bon moment à passer. Hein. On ne va pas aux enfers. Ouais, si on est là, c'est qu'on a déjà été qualifié sur les écrits et tout ça. Il faut être content. Faut se sentir légitime aussi. Ça se travaille avant. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça se travaille avant. C'est QFD, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et pour ça, pour se préparer, très bon conseil. Merci encore. Ouais. Préparez-vous à aller voir des coachs qui savent aussi de quoi ils parlent sur ces aspects-là. Parce que, tout à fait. Nous, on en a à foison pour les concours AST. Ouais. On a des jurys, on travaille avec des jurys qui sont passés par les mêmes épreuves, qui se préparent. Donc AST Prep, vous connaissez, je pense maintenant, le leader de la préparation. Donc on prépare aussi aux euros. 1, 2, 3 entretiens. En tout cas, il n'y a rien de mieux que le réel pour s'y confronter. On peut apprendre la théorie, on peut apprendre à bien pitcher, mais tant qu'on n'est pas face à un jury et qu'on a vraiment ce stress-là, c'est toujours un peu compliqué. Donc vous pouvez vous entraîner avec nous, je vous rappelle. En attendant, merci encore pour cet échange. C'était vraiment hyper intéressant. Merci à toi. J'espère que les futurs candidats vont appliquer tes conseils. Parce que c'est pas... De trouver leur voie à eux. Hein, voilà, c'est bien d'avoir assisté sur le point du naturel et de l'authenticité parce que c'est pas du tout acquis et on n'y pense pas. Ça paraît simple, mais ça l'est pas et c'est puissant. C'est un apprentissage à faire. Hein, ça tombe pas du ciel. Donc je pense que c'est une démarche. C'est ça. Je pense que c'est vraiment le résumé là, de l'échange. C'est soyez naturel, n'essayez pas de jouer un rôle et ça se passera bien parce que l'enthousiasme et l'image que vous allez renvoyer, on verra que c'est du vrai et en fait ça va renforcer, ça va permettre au jury de vraiment se connecter à vous, alors que si vous le faites pas, il y aura cette espèce de façade invisible qui fait qu'on ne sait pas si on parle à quelqu'un qui joue un rôle ou quelqu'un qui est vraiment lui-même et après on n'a pas forcément le même avis sur la personne, quoi. Il faut quand même avoir suffisamment confiance en soi pour le faire. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très vite pour de prochains épisodes. Salut.